Ce que la maladie vole sans jamais le rendre, mais que personne ne peut m'enlever. Chapitre extrait de mon livre Respirer encore. La maladie ne prend pas tout d'un coup, elle ne surgit pas comme un effondrement spectaculaire. Elle procède autrement, elle prélève, lentement, méthodiquement, sans bruit, et surtout sans intention de restitution. Elle vole le futur avant même qu'on s'en rende compte. Pas seulement les grands projets, mais la capacité de se projeter sans calculer. Avant, penser à demain était naturel. Maintenant, chaque projection est conditionnelle. Chaque plan comporte une clause invisible. Si le corps suit, cette incertitude permanente use plus que la douleur en elle-même. Elle installe une méfiance envers l'avenir. On n'espère plus franchement. On anticipe la perte. Elle nous vole notre élan, pas l'envie, mais l'impulsion, ce moment précis où l'on se lève sans réfléchir, où l'on agit sans mesurer les conséquences physiques. Tout devient réfléchi, pesé, évalué, même les choses simples, même ce qui devrait être spontané. Cette retenue constante finit par modifier la façon d'être au monde. Elle nous vole notre naïveté, cette part de soi qui croyait que l'effort serait toujours récompensé, que la volonté suffirait, que la persévérance mènerait quelque part. Mais la maladie enseigne une leçon bien brutale. Il n'y a pas toujours de lien entre mérite et résultat. Tu peux faire tout comme il le faut et perdre quand même. Elle nous vole le rapport sain à la fatigue. La fatigue ordinaire a une fin. Celle-ci non. Elle s'installe comme une base permanente. Elle n'est pas un signal. Elle devient un état. Et le monde, incapable de comprendre cette différence, continue de juger comme si tout repos réparait, comme si tout arrêt suffisait. Elle nous vole notre légèreté sociale. Les échanges simples deviennent compliqués. Expliquer fatigue, absence, annulation répétée finit par nous peser. Alors on simplifie, on se tait, on s'efface. Pas par manque d'envie, mais par économie de survie. La maladie vole la fluidité de relations et laisse à la place une gestion constante de soi face aux autres. Elle nous vole notre confiance dans notre corps. Une fois trahie, cette confiance ne revient jamais totalement. Même dans les périodes plus stables, une vigilance subsiste. Une part de toi reste en alerte. Tu sais que ça peut lâcher. Tu sais que ce n'est pas fiable. Et vivre dans un corps dont on doute en permanence change tout. Elle vole aussi la manière dont on est perçu. Tu deviens celle qui a, celle pour qui il faut adapter, prévoir, patienter. Même avec bienveillance, le regard il change. Et ce regard modifié te renvoie sans cesse à ta différence. Tu n'es plus simplement là, tu es là avec quelque chose. Elle nous vole le droit à l'insouciance émotionnelle. Tu apprends beaucoup trop tôt à gérer l'inquiétude des autres, leur peur, leur malaise. Tu rassures alors que tu aurais besoin, toi, de l'être. Tu minimises pour ne pas peser. Tu ajustes ton discours pour protéger. Cette charge émotionnelle supplémentaire ne se voit pas, mais elle s'additionne. Elle nous vole notre temps. Pas seulement celui passé à gérer les symptômes, mais celui perdu à récupérer, à annuler, à recommencer. Le temps morcelé, fragmenté, inconstant. Celui qui ne permet pas l'élan continu. Celui qui fatigue même quand on ne fait rien. Et le plus dur, c'est que rien de tout cela n'est officiellement reconnu comme une perte. Il n'y a pas de cérémonie, pas de mots, pas de validation sociale. Ces vols passent pour des ajustements normaux, pour de la fragilité, pour de l'exagération parfois. Alors tu fais ton deuil seul, encore. La maladie ne rend pas ce qu'elle prend. Elle ne rembourse pas l'énergie. Elle ne restitue pas les possibles. Elle ne compense pas les écarts. Elle oblige à reconstruire autrement, avec moins, sur un terrain instable. Mais ce qu'elle n'a pas réussi à voler, c'est ma lucidité, ni ma profondeur, ni cette capacité à voir clair dans ce qui compte vraiment, ni cette solidarité silencieuse avec ceux qui vivent la même dépossession. Tu avances avec ce manque permanent, pas héroïque, pas inspirant, réel. Et tenir debout dans ce réel-là, sans illusion, sans promesse de retour à avant,
est une force que personne n'applaudit, mais que personne reconnaisse immédiatement. Il arrive un moment où la lutte change de nature. Ce n'est plus une bataille contre la douleur, ni contre la fatigue, ni même contre la maladie. C'est une confrontation avec ce qui reste quand tout le reste a été arraché. Je suis entrée dans ce moment sans cérémonie, sans avertissement, simplement parce que je n'avais plus la force de continuer à me débattre de la même manière. Le corps ne négocie plus, il impose, il rappelle ses limites avec précision implacable. Chaque tentative de dépassement se solde par une dette immédiate. J'ai compris que persister ne pouvait plus signifier forcer. Il fallait inventer autre chose, une manière de tenir qui ne m'écrase pas davantage, une manière d'exister qui ne me demande pas de me nier. La colère est toujours là, mais elle n'explose plus. Elle s'est condensée, elle est devenue claire. Elle ne vise plus le monde, ni le passé, ni les autres. Elle vise une seule chose, la dépossession. Tout ce que la maladie tente de m'ôter, mon rythme, mes capacités, mon énergie, mon avenir imaginé, je le regarde maintenant sans détour et je décide consciemment de ce qui m'appartient encore. Personne ne peut respirer à ma place. Personne ne peut ressentir ce que je traverse. Personne ne peut mesurer le coût réel de chaque journée tenue. Et paradoxalement, c'est là que se trouve ma force la plus stable. Je n'ai plus besoin que l'on comprenne. J'ai cessé d'attendre la reconnaissance, l'approbation, la validation. Ces besoins-là m'épuisaient autant que la maladie en elle-même. Aujourd'hui, je sais que ce que je vis n'a pas besoin d'être confirmé pour être réel. Ma fatigue n'est pas négociable, ma douleur n'est pas discutable et mon effort n'est pas comparable. Je vis à l'intérieur d'un corps exigeant. Je vis dans une temporalité ralentie. Je vis avec l'incertitude comme compagne constante. Et pourtant, je vis pleinement ce que je vis. Je ne suis plus en guerre permanente. Je suis en position de maintien, de présence lucide, d'attention radicale à ce qui est possible ici et maintenant. Il y a une immense dignité dans cette posture, une dignité que rien ne peut détruire. Je pense à celles et ceux qui liront ces lignes avec un corps lourd, une respiration difficile, une fatigue chronique, une douleur qui ne s'explique pas toujours. Je veux leur dire ceci, sans détour. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas à mériter votre place. Le simple fait de continuer dans ces conditions est déjà un engagement total envers la vie. La société valorise la performance, l'endurance spectaculaire, le dépassement visible. Elle ignore la persévérance discrète, celle qui se joue dans le silence, loin des regards. Pourtant, c'est là que se trouvent les résistances les plus solides. Celles qui ne font pas de bruit, celles qui ne cherchent pas à impressionner, celles qui tiennent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix et qu'elles le font avec conscience. Je ne cherche plus à redevenir celle que j'étais. Cette version appartient à notre temps. Je ne la renie pas, mais je ne la poursuis plus. Aujourd'hui, je construis une identité qui inclut la maladie sans s'y réduire. Une identité qui accepte les limites sans s'effondrer. Une identité qui s'ancre dans ce qui semble stable et qui reste stable quand tout vacille. Ce qui reste, c'est la capacité de choisir. Choisir comment je me traite, choisir comment je parle de moi, choisir ce que je protège et choisir ce que je transmets. La maladie m'a appris une vérité brutale mais essentielle. Tout peut être fragilisé, sauf la décision intime de rester fidèle à soi. Tant que cette décision tient, rien n'est complètement perdu. Je ne romantise rien. Il y a des jours d'épuisement total, des moments de découragement pur, des instants où le corps prend toute la place, où l'esprit se rétrécit. Mais même là, quelque chose demeure. Une ligne intérieure que je ne franchis pas, que je ne franchis plus. Une limite que je me refuse à dépasser, celle de l'abandon de moi-même. Je continue, non par héroïsme, non par illusion, mais parce que cette continuité est devenue ma manière la plus honnête d'exister. Je ne cours plus après une guérison fantasmée. Je n'attends plus une version idéale de la vie. Je m'ancre dans ce que je peux habiter aujourd'hui, sans violence et sans déni. Ce que personne ne peut m'enlever, c'est cette lucidité. Ce que personne ne peut m'enlever, c'est cette fidélité à mon vécu.
Ce que personne ne peut m'enlever, c'est cette présence pleine, même fatiguée, même limitée. Je suis encore là, non comme une survivante spectaculaire, mais comme une femme qui a compris que tenir, parfois, est la forme la plus exigeante de courage, et que ce courage n'a pas besoin d'être vu pour transformer profondément une existence, la mienne et la vôtre. Je vous remercie d'avoir écouté mon chapitre. Il sort de mes entrailles, je l'ai écrit avec tout mon cœur, comme tout mon livre d'ailleurs. Si vous vous sentez vraiment... Allez, comment je vais vous expliquer ça? Si vous vous sentez vraiment impliqué et concerné par ce que j'écris, parce que je vous lis, parce que je vous transmets ce que je vous propose, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures, si l'on peut dire comme cela, ou plutôt pour suivre mon combat de survie. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui, comme moi, se battent au quotidien pour simplement respirer et survivre à une maladie, je vais rester polie, à une saloperie de maladie qui te casse, qui te brusque et qui te change toute ta vie. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de tout mon cœur de m'écouter. À très bientôt.